Bonjour, compte rendu de partie de jeu de rôle aujourd'hui avec la 14e séance de The Great Northwest pour Deadlands Reloaded. Donc vous trouverez sans problème sur le blog comme sur la chaîne YouTube les précédentes séances. Les inspirations essentielles se trouvent cette fois dans le scénario Coffin Rock essentiellement, avec quelques éléments issus de la campagne Stone Cold Dead, le tout largement retravaillé de manière plus personnelle. Tous les joueurs étaient présents qui incarnaient Béatrice Trixie Myers, la Huckster, Danny la Chope, le bagarreur, Lozen, la chamane Apache, Nicholas D. Wolfhound alias Trinité, le faux prêtre mais vrai pistolero, et enfin Warren D. Weddington, dit Doc Ock, le savant fou. Je note au passage que vous trouverez également sur le blog et sur la chaîne YouTube l'enregistrement de cette séance. Loves of Darkness, qui était resté à l'écart lors du combat contre le loup-garou, a indiqué au PJ un corridor dans la direction du sud et leur dit de les suivre à l'intérieur. Ils s'y engagent sans plus attendre. Ils le suivent, un peu perplexes. Lausanne a tout juste le temps de se soigner. Ce n'est visiblement pas un tunnel de la mine, on a l'impression d'un boyau naturel, mais plus ou moins naturel en fait, car il débouche enfin sur une salle un peu plus vaste, très profonde, et qui présente de nombreux signes d'aménagement artificiel. Rien à voir avec des travaux miniers cependant, et ce qui demeure de ces aménagements, colonnes, arches, hôtels, carrelages, date à l'évidence de très très longtemps, bien avant l'arrivée des Miller. Loves of Darkness va s'asseoir sur une pierre au centre, étrangement luminescente. Lausanne, très intrigué, lui demande où il se trouve. En fait, le vieux chaman ne le sait pas vraiment. C'est très ancien en tout cas, bien plus que les pionniers blancs, bien plus que les Indiens même. Je pencherais pour les hommes serpents de Valusie, mais cela n'importe guère. Ce qui compte, c'est son usage plus récent. Loves of Darkness en a fait ça qui va, comme disent d'autres Indiens plus au sud. Concrètement, c'est là qu'il se rendait pour entrer en contact avec l'esprit de la nature, Tachene. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 moyens, hein. Le chaman dévisage les PJ en souriant, fouille dans son baluchon et en extrait une longue pipe. Nicolas émet un soupir. Ils sont vraiment obligés? Non, ils peuvent partir, ils sont libres, mais ceux qui resteront doivent passer une épreuve. Béatrice est inquiète des effets du rituel. Loves of Darkness en fait dit qu'il n'est pas bien sûr de ses effets. Il pense que le positif l'emportera, mais cela va dépendre de la constitution et de l'esprit des PJ. Le Huckster est sceptique. Le meilleur guide qu'on ait jamais eu. Mais le chaman dit n'être qu'un pourvoyeur. Le guide, ce sera Tachene. Danny n'est pas du genre à tergiverser. Bourrez cette pipe et passez-la moi qu'on en finisse. Mais Loves of Darkness, avec un sourire narquois, explique que la pipe, c'est seulement pour lui. Vous allez respirer les vapeurs du feu que je vais préparer ici, et qui vont envahir très vite toute la salle. Le chaman constitue un brasier avec de nombreuses herbes étranges que Lausanne connaît cependant. Elles sont couramment employées dans des cérémonies du même ordre auxquelles elle a pu assister au cours de ses voyages auprès des différentes tribus. Certaines de ces plantes ont des effets hallucinogènes, et leur combustion peut provoquer la nausée, mais rien de plus dangereux pour autant qu'elle le sache. Loves of Darkness allume le feu et les vapeurs commencent à monter. Elles envahissent bientôt la Kiva. L'inhalation de ces fumées n'est pas agréable, mais tous les PJ se montrent capables de les subir sans vomir ou s'effondrer, et aucun ne ressent le besoin de quitter la caverne. Ils perçoivent à travers la fumée le rire un peu moqueur de Loves of Darkness, qui leur fait tout d'abord l'effet d'être complètement défoncés. Vous avez passé la première partie de l'épreuve, la deuxième maintenant. L'effet des vapeurs leur monte à la tête, mais la sensation n'est plus désagréable à ce stade. Par contre, ils ne distinguent plus rien de ce qui se trouve autour d'eux, leurs camarades comme Loves of Darkness. Mais apparaît aux yeux de tous progressivement une forme très indécise, impossible à décrire. Lausanne comprend qu'il s'agit de la forme de Tachene. À mesure que cette silhouette fluctuante s'impose à eux, l'agréable sensation qui a pris le relais de la nausée des vapeurs s'accroît. Tous, ils se sentent bien, mais ça fait quelque temps que ça ne leur était pas arrivé, si ça leur était jamais arrivé. La forme ne leur parle pas, mais tout en s'imprégnant de sa bonté fondamentale et paisible, ils comprennent tous que l'esprit de la nature est inquiet et les appelle à l'aide. Il est retenu prisonnier quelque part. L'expérience se prolonge même si les PJ n'ont aucune sensation précise du temps qui s'écoule. Au bout de quelque temps, ils recommencent à distinguer les environs et ce qui se passe autour d'eux. Mais quand ils reprennent conscience au fur et à mesure, ils constatent tous qu'ils ne sont plus dans la Kiva de Loves of Darkness, mais ailleurs, dans une mine à l'évidence, mais pas du tout celle de San Lorenzo Point, et le vieux chaman a disparu. D'une manière ou d'une autre, ils ont voyagé avec tout leur équipement. Nicolas s'en inquiétait tout spécialement. À ceci près qu'ils n'ont plus qu'une seule lampe. L'étrangeté de la situation ne les incite pas pour autant à paniquer, car la sensation de bien-être due à la proximité de Tachene demeure encore un peu sous-jacente. Danny ne compte pas s'éterniser ici et veut comprendre ce qui s'est produit.
Confiant sa lanterne à Lozen, car c'est le personnage le moins combattant, il sort de la pièce par un tunnel aménagé avec bien plus de soin qu'à San Lorenzo Point. L'impression qui se confirme à mesure qu'il progresse dans la mine. Il y a des étais solides, des rails dans les artères principales, avec des chariots vides ça et là, etc. Puis, presque tous, les PJ se mettent à discerner de nouveaux appels à l'aide. Après leur expérience avec le loup-garou, ils sont portés à se méfier, mais ça n'est clairement pas la même chose. Ces appels au secours sont chuchotés, et on distingue plusieurs voix, des voix d'hommes, et qui parlent anglais. Il est par ailleurs impossible de les localiser précisément. Ils ont l'impression que ces gémissements viennent de partout autour d'eux. Puis Béatrice croit repérer des mouvements, mais à peine discernables, et quand Lozen éclaire l'endroit en question, il ne voit qu'une paroi parfaitement normale, sans le moindre espace pour s'y mouvoir. Puis Danny et Béatrice croient repérer un endroit au nord où les appels à l'aide seraient plus concentrés, et ils prennent cette direction, en constatant que plus ils avancent et plus les parois se mettent à suinter quelque chose de liquide et d'un rouge prononcé, qu'ils identifient bientôt comme étant du sang, quand Danny touche la surface humide. Mais il a d'abord eu l'impression déconcertante que son doigt passait à travers la paroi, et il s'en était dégagé par mouvement réflexe. Mais non, c'est seulement du sang, mais en quantité invraisemblable et qui ruisselle de partout. Ils arrivent à proximité d'un chariot abandonné et distinguent alors les silhouettes évanescentes de plusieurs hommes en tenue de mineurs. Danny, méfiant même si pas menaçant à proprement parler, essaye de les toucher avec un morceau de bois qu'il avait retiré des rails après son expérience avec la paroi, et le bâton passe à travers. Les mineurs sont des fantômes. Bellozane, à la différence de ses camarades, n'est pas loin du monde effrayé. Elle comprend bien vite qu'ils ne sont pas hostiles. Elle essaye de parler aux fantômes et de leur soutirer déjà des informations quant à l'endroit où ils se trouvent. Une silhouette qui dégage une forme d'aura plus marquée semble plus solide que les autres, et elle chuchote en anglais, expliquant qu'ils sont dans la Coctos Mine. Le fantôme se présente comme étant un certain William Wood. Ses camarades et lui ont été piégés. Il faut qu'on les aide. Leurs corps ont expulsé leurs âmes, et de ces corps on a fait des horreurs, des hommes de sang, des écorchés qui ruissellent sans cesse et se livrent à des rites. Les répliques du fantôme sont très fugaces, à peine discernables, comme dans un souffle, et souvent interrompues par les mêmes suppliques de la part de tous les fantômes qui reviennent sans cesse. Aidez-nous. Danny, qui s'est repris, demande ce qu'il doit faire, et où il leur faut se rendre. William Wood s'approche très lentement du bagarreur. Il tend le doigt dans sa direction. Il va visiblement le toucher. Danny est effrayé mais se laisse faire. La main du fantôme s'enfonce dans sa poitrine, et c'est comme si son corps l'aspirait. La sensation est d'abord très désagréable. C'est comme s'il avait avalé une âme. Pourtant la panique disparaît bien vite. Le bien-être accordé par Tachene permet à Danny de mieux encaisser le choc et d'accepter la situation, notamment la sorte de double vision que le fait d'héberger deux âmes induits, ce qui ne rend pas les perceptions visuelles plus complexes, mais d'une certaine manière les rend plus limpides, plus lucides. Dans sa tête, Danny entend bien plus clairement les chuchotements de William Wood, qui lui dit de rassurer les autres, pour qu'ils acceptent tous qu'un fantôme intègre leur corps. En effet, les silhouettes des mineurs s'approchent lentement avec hésitation des camarades du bagarreur, lequel s'exécute. Laissez-les faire, vous verrez mieux. Lozen accepte aussitôt, puis les autres, et le même phénomène se reproduit. Avec tout de même une conséquence imprévue. Maintenant qu'ils abritent tous un fantôme, ils se voient mutuellement, par intermittence, comme autant d'écorchés dégoulinant de sang ou de mineurs fantomatiques, ensuite leur apparence normale. Toutefois, ils encaissent le choc. Béatrice essaye de communiquer avec son fantôme en pensant ses répliques, mais constate qu'elle ne peut pas échanger avec lui de la sorte. Et les autres font en fait le même constat. William Wood, qui a intégré le corps de Danny, a visiblement davantage d'assises que ses compères. C'est le seul à pouvoir véritablement échanger avec les vivants. Mais le bagarreur ne se livre pas à des expériences de communication silencieuses. Il s'adresse à son fantôme à voix haute, même s'il est le seul à entendre ses réponses dans sa tête, qu'il doit ensuite rapporter aux autres. La conversation avec le groupe prend des atours surréalistes. Béatrice demande alors à William Wood ce qu'il doit faire pour aider les mineurs, et pour libérer Tachene. Ils connaissent ce nom. C'est l'esprit qu'ils ont dérangé en creusant la mine. Il est sous la garde des hommes de sang, c'est-à-dire des propres corps des mineurs qu'ils ont volés. Il faut récupérer leurs corps pour reposer en paix. Mais comment faire ça, se demandent Nicolas et Lausanne. Les fantômes n'ont pas de réponse, mais il leur demande de les conduire auprès des hommes de sang. William Wood guidera Danny dans la bonne direction. Tous suivent donc Danny, ou William Wood. À mesure qu'ils progressent, ils commencent à entendre des sons différents, indices d'une activité inconnue dans la direction où ils se rendent. Nicolas ne peut pas se montrer trop précis, mais suffisamment tout de même pour déterminer qu'il y a plusieurs choses qui se meuvent dans une pièce un peu plus loin. Il a la sensation qu'on les attend.
Et l'esprit dans la tête de Danny lui transmet un peu de sa panique, la proximité de son corps volé et souillé. Ils atteignent enfin la pièce où les attendaient 4 hommes de sang, les corps des mineurs, mais transfigurés en quelque chose de résolument non humain et répugnant, comme des sortes d'élémentaires qui seraient faits d'un sang ruisselant sans cesse. Et les créatures se jettent sur eux. Le combat est rude et long, les créatures encaissent et font mal. Par ailleurs, elles émettent une forte chaleur très déconcertante, ainsi que Danny en fait bientôt l'expérience. En fait, il comprend que cette chaleur est telle qu'elle pourrait bien mettre le feu à tout ce que les hommes de sang parviennent à toucher. Béatrice doit vider ses chargeurs pour faire des dégâts, mais elle parvient enfin à en abattre un. Lausanne, par contre, est en difficulté. Les esprits de la nature la réprimandent pour quelque raison que seuls connaissent. Peut-être un manque d'application dans l'exécution des rituels depuis qu'elle s'est lancée dans cette aventure auprès de Blanc. Sa médecine tribale en est affectée, même si elle parvient en dernier ressort à maintenir une armure sur Nicolas. Danny repousse ses assaillants contre les parois et le fantôme de William Wood plonge dans l'un des hommes de sang. Cela ne met pas fin au combat, mais le bagarreur comprend que son ennemi est ainsi affaibli, même si d'une manière qu'il ne comprend pas très bien. Il parvient à le communiquer aux autres, mais Nicolas, même s'il sent que le fantôme dans son corps cherche à sortir, ne parvient pas à créer l'occasion lui permettant de le faire. Mais Béatrice parvient à abattre un autre homme de sang, tandis que Warren fait usage de son bras mécanique, Roselyne, pour garder les autres hommes de sang à distance. Danny se déchaîne, frénétique, et en massacre un autre. Tous ensemble, ils viennent à bout du dernier. Les corps des hommes de sang se liquéfient dans une masse brûlante, non sans avoir d'abord absorbé les fantômes des mineurs, qui quittent les corps des PJ. Les chuchotis cessent aussitôt. Fantômes et hommes de sang ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Mais il faut encore que les PJ libèrent Tachene. Ils continuent de progresser dans la mine. Danny, à tout hasard, appelle « Darky !» C'est le petit nom qu'il avait attribué à l'After Darkness, mais c'est sans succès. Ils arrivent enfin dans un cul-de-sac. Au milieu de cette ultime pièce se trouve une sorte de bassin. Quand il se penche dessus, il voit qu'il est rempli de sang bouillonnant. Lausanne comprend sans peine que c'est ici qu'il s'agit de libérer Tachene, même si elle n'est pas certaine de ce qu'il faut faire au juste pour purifier cet endroit. Elle pense cependant que l'exécution de ces rituels, pendant 3 heures au moins, peut-être plus en raison de la sanction que les esprits lui ont infligée peu avant, et l'usage de quelques éléments contenus dans sa bourse à médecine, elle devrait pouvoir parvenir à quelque chose. Elle en informe ses camarades, qui quant à eux ne savent absolument pas quoi faire, et Béatrice aimerait bien trouver comment partir d'ici. En jetant un œil dans le puits, elle distingue tout au fond une sorte d'image, celle, vue de l'intérieur, d'une église brûlée qui fait penser à celle de Crimson Bay. Mais elle sait au fond d'elle-même qu'il ne s'agit pas de l'église de Crimson Bay. Danny, de son côté, va explorer le reste de la mine, après avoir ramassé un peu de bois sur les rails pour faire un feu dans la salle du puits du sang. Warren ne l'avait pas attendu, mais le bagarreur trouve ainsi l'entrée de la mine. En fait, il est surpris qu'il y en ait une. Il sort jeter un œil à l'extérieur. Il fait nuit, mais la lune est gibbeuse qui éclaire assez bien les environs. Ils sont dans une région montagneuse, mais pas celle où ils se trouvaient à San Lorenzo Point. En fait, sans pouvoir en être sûr, il a le sentiment de se trouver de l'autre côté des montagnes, sur le flanc est. En contrebas, il distingue une petite ville silencieuse dans la nuit, à 2 ou 3 kilomètres de distance. Mais juste à côté, il y a des bâtiments abandonnés de la compagnie minière, un peu comme à San Lorenzo Point, et Daddy y trouve des lampes qu'il ramène aux autres. Après quoi, il revient vers l'entrée pour y établir un campement où ils pourront récupérer le temps que la nuit s'achève. À l'intérieur, Lausanne achève enfin son rituel, après plusieurs heures uniquement consacrées à cette tâche. Il n'y a pas d'effet spectaculaire, mais elle a la conviction que Tachene est libre désormais. Mais absent. Eux sont toujours au même endroit. Peut-être y aurait-il d'autres rites à accomplir pour partir d'ici. Lausanne ne le sait pas, mais s'il y en a, ils ne sont pas forcément à sa portée. Celle de l'After Darkness éventuellement, qui est absent lui aussi de toute façon. Mais Béatrice jette à nouveau un œil dans le puits, où le sang a été changé en eau. Au fond, le reflet de l'église est maintenant parfaitement visible par tous. Nicolas touche l'eau qui est fraîche, rien à voir avec le sang bouillonnant peu avant. Rien, si ce n'est des cercles concentriques à la surface du liquide. Il fait un signe de croix, rien non plus. Béatrice lui suggère de faire un saut de la foi. Le faux prêtre n'est pas très motivé. Daddy de retour constate également le phénomène, et le reflet de l'église lui fait penser à celle de la ville qu'il a vue en contrebas de la mine. Il est même à peu près sûr que c'est la même. Ils n'ont qu'à attendre que la nuit passe, après quoi ils iront faire un tour. Les PJ vont se reposer à l'entrée de la mine d'ici là. Seulement voilà, la nuit dure. Les premiers à être de garde, Nicolas et Béatrice, prennent bientôt conscience de ce que les heures se sont écoulées sans que le tableau offert par le paysage ne change. La position de la lune ne varie pas, il n'y a pas de lueur de l'aube à l'est, rien de tout ça. La nuit, permanente, immuable. Les PJ contiennent leur effroi, mais ils sont profondément mal à l'aise, et l'endroit devient de plus en plus flippant du fait même qu'il ne change pas.
Il retourne à la salle du puits. Danny s'attache une corde autour de la taille qu'il assure à un chariot de la mine. Béatrice s'accroche à lui, et ils descendent ensemble dans le puits. Ils flottent à la surface, puis plongent, et au bout d'un moment ils se sentent attirés par le fond. Mais impossible de distinguer quoi que ce soit dans ces conditions. De l'eau au fond d'un puits dans une mine. Béatrice fait signe à Danny qu'il vaut mieux remonter. Avec Nicolas, ils assemblent leurs cordes avec une pierre pour sonder le fond du puits. La pierre s'enfonce un bon moment, mais après un certain temps, le poids disparaît. Ils remontent la corde, qui est coupée nette. Lausanne est portée à croire que le fond du puits est un portail qui envoie qui le franchit dans cette église. Elle cherche à s'en assurer auprès de Tachéné, mais n'obtient pas de réponse. Béatrice emballe bien ses affaires pour qu'elle ne prenne pas l'eau. Comme elle voit l'image de l'église dans le puits, elle suppose être en mesure d'employer son pouvoir de téléportation pour atteindre le portail et l'emprunter. Elle disparaît. Les PJ sont hésitants car ils ne savent rien de son sort, mais Danny se prend une bonne rasade de whisky et saute à la suite de la Huckster. Il disparaît également. Lausanne songe à gagner la petite ville à pied en jouant la prudence, et Nicolas lui dit que quoi qu'elle décide, il l'accompagnera. Mais à peine a-t-il dit cela que Warren se jette à son tour dans le puits. Dans ces conditions, Lausanne et Nicolas font finalement la même chose, mieux vaut rester ensemble. Béatrice est donc arrivée la première, en opérant en fait une double téléportation, situation perturbante mais qu'elle a bien encaissée. Elle est à l'intérieur d'une église en ruine, incendiée, avec des bancs renversés, le clocher détruit, etc. Elle se trouve à la lisière d'une petite ville silencieuse, voire déserte, par un chat dehors. Elle est bientôt rejointe par les autres. Danny observe les environs, puis de sa voix chargée d'alcool, il crie « Darky !» Mais nulle réponse de l'Afsa Darkness. Sortant de l'église, il s'avance vers la ville et constate que nombre de bâtiments présentent sur leurs murs la même inscription à la peinture rouge « Coffin Rock, ville maudite », avec un nombre de points d'exclamation variable. Puis Lausanne remarque une silhouette dans la nuit, celle d'un homme vêtu de noir, un pot de peinture à la main. C'est lui le responsable des inscriptions. La chamade est déconcertée, mais finit par l'indiquer aux autres. Et Danny se précipite alors dans la direction de la silhouette emmitouflée. D'une voix avinée. « Darky, c'est toi ?» L'homme se retourne, et le bagarreur reconnaît Josh Newcomb. Stupéfait, il lui demande ce qu'il fait là. Le journaliste interloqué répond « Eh bien, j'informe mes concitoyens. Mais qui êtes-vous » À suivre.